Bonjour et bienvenue à la Cour des Miracles, une chaîne dédiée aux jeux de rôle, pour cet atelier consacré à la création de personnages. Pour créer son personnage, ou PJ pour personnage joueur, il y a souvent deux méthodes qui s'imposent. Soit s'enfermer dans l'exercice consistant à remplir sa fiche perso au gré de l'attribution de points et de bonus, puis compléter les cases vides, au risque de se retrouver à la fin avec une fiche technique plus qu'un personnage vivant, soit partir dans la rédaction d'un background de 10 pages, souvent indigeste, duquel il devient difficile d'extraire les informations les plus pertinentes. Voici plutôt une série de questions qui vous permettra rapidement et étape par étape de créer un personnage intéressant, avec de la profondeur, des enjeux, des objectifs, des relations, pour votre prochain one-shot ou votre future campagne. Pour un résultat pertinent, essayez de répondre à chacune des questions en étant le plus synthétique et évocateur possible, afin de mettre en avant l'essentiel, tout doit pouvoir tenir en une page, formulé de façon impactante. Aussi, dans le but de rendre cette méthode et ses effets les plus concrets possibles, 3 personnages seront créés tout au long de cet atelier à titre d'exemple et pourront même ensuite, si vous le souhaitez, vous servir de pré-tiré. Enfin, histoire d'organiser un peu ces réflexions, cet atelier sera divisé en 9 parties. Les intentions, le concept, l'apparence, la personnalité, les objectifs, le background, les relations, le nom et les outils. À part les 2 premières parties qui établissent les bases du personnage, les suivantes peuvent être abordées dans n'importe quel ordre. On peut évidemment aussi aller et venir d'une partie à l'autre. C'est parti. Première partie, les intentions. Afin de proposer des PJ en accord avec les attentes de la table et le cadre du jeu, il est important de rappeler les intentions clarifiées lors du contrat social. Et ça tombe bien, on a justement fait une vidéo consacrée à la session 0 et au contrat social. Ainsi, au moment de réfléchir à votre personnage, vous aurez en tête les réponses aux questions suivantes. Quelles sont les intentions du jeu? Les priorités, le contexte, les enjeux, les limites. À titre d'exemple, on va établir que la table s'est mise d'accord lors de la session 0 pour mettre en avant l'histoire et le roleplay dans ces parties. Il s'agira donc de définir des PJ marqués et marquants, avec des objectifs et des enjeux personnels, afin de créer des interactions intéressantes. On décide par ailleurs de situer l'aventure dans un univers médiéval fantastique. Par exemple, Donjons et Dragons ou un autre jeu du genre. Ça permet de cadrer le type de personnage jouable. Ici, pas de cyberflic. Enfin, on souhaite collectivement vivre une épopée héroïque, impliquant de l'exploration de zones hostiles comme des donjons, des intrigues et des complots agitant des royaumes et des affrontements épiques. Ainsi, on établit comme un prérequis que les PJ ont les épaules suffisamment solides pour faire face à ce type de péripéties. Quelle est la dynamique du groupe? Les conditions de son bon fonctionnement? On décide par exemple que les personnages ne se connaissent pas avant la première partie, et donc qu'ils se rencontreront en jeu. Qu'ils seront très différents, mais complémentaires. Capables de s'entendre sur des objectifs communs, même si potentiellement en désaccord sur les méthodes. Certainement amenés à se disputer, mais jamais à se nuire. Dans tous les cas, unis face à l'adversité. Enfin, qu'est-ce que j'ai envie de jouer? Peut-être qu'on a déjà en tête un archétype. Un gnome mage, une elfe paladine, un humain assassin, ou bien une dynamique de jeu. Je veux jouer une relation complexe à la magie, qui ne serait pas uniquement un atout, mais une arme à double tranchant. Ou bien, je veux jouer la confrontation à des attentes toujours plus élevées, faire face à la peur de décevoir, être assailli de doutes. Ou encore, je veux jouer le paradoxe moral de mener de mauvaises actions, mais pour de bonnes raisons. Une fois le cadre du jeu, la dynamique du groupe et les envies personnelles clarifiées, on peut passer à la suite. Deuxième partie, le concept. L'idée est de partir du général pour aller ensuite vers le particulier. Autrement dit, à ce stade, il s'agit seulement de commencer par définir les contours, même imprécis, du personnage. On passera ensuite au remplissage dans les parties suivantes. Quel est le concept général du personnage? On peut par exemple puiser de l'inspiration dans des films, des séries, des livres, des jeux vidéo, des illustrations. C'est aussi le moment de jeter un œil aux espèces et classes proposées par le jeu s'il y en a, ainsi qu'aux différents types d'enjeux mécaniques pour identifier les plus inspirants. Ensuite,
On peut commencer par lister tous les mots qui évoquent les notions et thèmes qu'on souhaite aborder à travers le personnage, sans forcément d'ordre ou de hiérarchie. Ces mots serviront de base de réflexion pour mieux structurer ses idées par la suite. Feu, impulsivité, épée de Damoclès, déni, marchand, voyage, etc. Ordre, célébrité, vanité, fine lame, dragon, légitimité, doute, etc. Rustre, pragmatique, noble cause, discrétion, suspicion, maladie, etc. On peut ensuite commencer à donner forme aux intentions clarifiées précédemment. Une relation complexe à la magie, qui ne serait pas uniquement un atout mais une arme à double tranchant, devient un gnome mage ayant une affinité particulière avec le feu, mais refoulant ses pouvoirs qui l'effraient en préférant mener une vie de marchand itinérant. Être confronté à des attentes toujours plus élevées, faire face à la peur de décevoir, être assailli de doutes, devient une elfe paladine, auréolée de gloire suite à un acte particulièrement héroïque, mais qui vit mal sa célébrité et se met à douter du bien fondé de sa quête. Le paradoxe moral de mener de mauvaises actions pour de bonnes raisons devient un humain assassin, mais agissant pour une guilde au service d'une noble cause. Une fois un concept général identifié, on peut commencer à creuser. Troisième partie, l'apparence. Première question, quel âge a le personnage ? À moins que sa date de naissance ou son âge précis ne soit véritablement pertinent, sa génération approximative ou apparente peut amplement suffire. L'âge est par ailleurs un moyen d'établir une idée générale de l'expérience du personnage, son parcours, et si l'essentiel de sa vie se trouve plutôt devant ou derrière lui. Même si la partie la plus mémorable de celle-ci reste évidemment encore à vivre en jeu, on y reviendra. Le gnome commence à accuser le poids des années. L'elfe est centenaire, mais paraît tout juste sorti de l'adolescence. L'assassin est un homme d'une quarantaine d'années, mais si usé par la vie qu'il en paraît 10 de plus. Quelles sont les particularités physiques du personnage ? Il n'y a pas besoin d'être exhaustif et de lister chaque détail que tout le monde oubliera bien vite, mais surtout de mettre en avant ce qui rend le personnage singulier, ce qui le distingue, et à travers son apparence, ce qui nous permet d'en apprendre plus sur lui. Inversement, pas besoin de cumuler trop de particularités exceptionnelles au risque de perdre en crédibilité. Enfin, notez qu'un personnage n'a pas besoin d'être beau pour être intéressant ou charismatique. Le gnome a les cheveux grisonnants, le regard fatigué, et porte de larges cicatrices de brûlure sur le corps qu'il cache tant bien que mal sous ses vêtements amples aux couleurs chatoyantes. L'elfe a les cheveux coupés courts, de façon stricte. Son armure est parfaitement entretenue et le symbole de son ordre est tatoué sur le dessus de ses mains. L'assassin est un homme gras, chauve, borgne, au visage vérolé, portant des vêtements simples et usés. Mais il est aussi bien plus agile que son apparence ne le laisse paraître. Quatrième partie, la personnalité. Le roleplay et les décisions prises par le personnage dépendent en grande partie de son caractère. Il est donc important de définir une personnalité que 1. On est capable d'interpréter, et 2. Qui est en accord avec les intentions décidées en amont, afin d'éviter des frustrations par la suite. Quelles sont les principales qualités du personnage et ses principaux défauts ? Le gnome a pour principale qualité d'être éloquent, persuasif, érudit et généralement calme. Et pour principaux défauts, un manque de confiance en lui, de se laisser parfois déborder par ses émotions et de cumuler les dettes. L'elfe a pour principale qualité d'être déterminé, loyal et une fine lame. Et pour principaux défauts, de douter de la légitimité de ses actes et d'être impatiente et vaniteuse. L'assassin a pour principale qualité d'être pragmatique, capable de garder la tête froide en toutes circonstances, et d'être discret et agile. Et pour principaux défauts, d'être rustre, donnant l'impression de manquer d'empathie, et d'être excessivement suspicieux. Quelle est la plus grande peur du personnage ? Tout héros qu'il puisse être, ses peurs rendent le PJ plus intéressant. Ainsi, le gnome a peur de perdre à nouveau le contrôle de sa magie et provoquer de nouvelles victimes.
L'elfe a peur de faire les mauvais choix, et ainsi de ne pas être à la hauteur des espoirs que l'on place en elle, et ne plus comprendre la volonté de sa divinité. L'assassin a peur de devenir à son tour une cible à abattre. Quelles sont les convictions du personnage ? À la fois les fondations de sa personnalité, mais aussi les motivations qui le guident. Pour le gnome, le voyage et le négoce permettent de nouer des relations durables et bénéfiques. Le partage est la clé du progrès. Il considère aussi que la magie est une malédiction. Enfin, plus jamais il ne tuera. L'elfe considère que tant qu'elle en sera capable, et tant qu'il y aura des injustices, sa mission ne sera pas achevée. De plus, les membres de son ordre ont un devoir d'exemplarité et se doivent d'être irréprochables. Enfin, sa divinité lui impose des épreuves qu'elle doit surmonter. L'assassin considère qu'on est parfois amené à mal agir pour de bonnes raisons, que la fin justifie les moyens. En outre, mieux vaut un mensonge qui apporte la paix qu'une vérité qui provoque le chaos. Enfin, on ne peut jamais complètement faire confiance à personne. Définir la personnalité d'un PJ, c'est lui donner un cadre. Pour autant, celui-ci n'est pas figé. Il ne faut donc pas percevoir ce cadre comme des limites infranchissables. La personnalité d'un PJ peut évoluer, et ses limites peuvent bouger au gré des expériences. Il est justement d'autant plus intéressant de confronter en jeu un PJ à ses limites pour mieux les questionner. 5e partie, les objectifs. Si ces convictions peuvent motiver le PJ à s'investir dans l'aventure, des ambitions concrètes peuvent le pousser à prendre encore davantage d'initiative. Quels sont les objectifs du personnage ? Il est préférable de formuler les objectifs du PJ de façon à ce qu'il puisse exister plusieurs manières de les atteindre. Pour le gnome, sortir de la faillite financière, mais aussi ne plus être victime de sa magie. Pour l'elfe, accomplir la volonté de sa divinité, mais aussi apaiser ses doutes. Pour l'assassin, accomplir les missions ordonnées par sa guilde, mais aussi assurer ses arrières en cas de trahison. À moins que l'ensemble de la table ne s'accorde autrement, gardez en tête qu'il est important que les objectifs personnels des PJ cohabitent avec les objectifs de la campagne, et non ne les occultent totalement. 6e partie, le background. À nouveau, il n'est pas nécessaire de détailler chaque aspect de la vie du personnage, mais seulement identifier les plus pertinents. Quelles sont les origines du personnage ? Son espèce, sa culture, sa terre d'origine, son parcours. L'univers du jeu dans lequel on décide de jouer est évidemment décisif pour répondre à ces questions. Le mage est un gnome originaire du sud du royaume, mais qui a passé le plus clair de sa vie sur les routes. La paladine est une elfe qui a longtemps vécu au sein de son temple, et n'a commencé à voyager que récemment. L'assassin est un humain originaire du royaume voisin, mais n'y a plus mis les pieds depuis la fin de la guerre. Quel est l'événement le plus marquant de la vie passée du personnage ? N'oubliez pas que l'aventure à venir est la raison pour laquelle vous créez votre PJ. Il ne sert donc à rien de saturer le passé de celui-ci d'informations indigestes alors que l'aventure n'a même pas encore débuté. À nouveau, les événements de sa vie réellement dignes d'intérêt restent à venir. Ainsi, un événement marquant, qui a eu un impact significatif sur sa vie, suffit amplement. Idéalement, cet événement pourrait même avoir encore des répercussions à l'avenir. Après des années sans que les pouvoirs du gnome ne se manifestent, ceux-ci se sont violemment éveillés dans un accès de colère alors qu'ils se faisaient rançonner par des détrousseurs dans une ruelle. L'elfe a tué un dragon qui terrifiait la région et fut couverte de gloire pour cet acte héroïque. L'assassin a été enrôlé de force dans sa jeunesse, lors d'une guerre dont l'horreur l'a profondément marqué, et a par la suite intégré sa guilde pour œuvrer à éviter de nouveaux conflits majeurs et sanglants. Quel est le plus grand secret du personnage ? Un bon secret a pour conséquence, s'il est révélé, de changer la perception que l'on peut avoir du PJ. À cause de ses pouvoirs, le gnome a provoqué involontairement la mort de plusieurs individus. Le dragon que l'elfe a tué, qui ne faisait que défendre ses œufs convoités, était mourant, affaibli par d'autres y ayant laissé la vie. Elle n'a eu qu'à l'achever, et doute depuis de la légitimité de son acte. L'assassin est atteint d'une maladie, provoquant des tremblements qu'il peine de plus en plus à dissimuler. 7e partie, les relations.
Les relations permettent de casser le cliché du héros sans attache et sont aussi un excellent moyen pour le MJ d'impliquer le PJ de façon personnelle dans les intrigues qui les concernent. Un épisode sera justement consacré à la création d'intrigues relationnelles. Qui compose l'entourage du personnage ? Au moins 3 types de relations méritent d'être explorés. Le ou les proches, famille, amants, amis, une ou plusieurs personnes envers qui le personnage se sent responsable. Pour le gnome, sa femme et ses enfants, dont il s'est éloigné depuis des années de peur de les mettre en danger. Pour l'elfe, un humain et amour de jeunesse, qu'elle a connu adolescent et qui est à présent un vieillard sénile. Pour l'assassin, un trio d'orphelins qu'il mettait à profit pour ses missions, mais auquel il s'est finalement attaché. Ensuite, un rival, un adversaire personnel, pas nécessairement ennemi pour autant. Pour le gnome, un des détrousseurs ayant survécu à la déflagration et qui cherche à se venger. Pour l'elfe, un barde fouineur qui profite de la célébrité de la paladine pour s'enrichir en répandant des rumeurs à son sujet. Pour l'assassin, un membre influent de sa guilde, qui n'apprécie pas que celle-ci ait recours à ses méthodes contestables. Enfin, une figure d'autorité, dont le PJ accepte l'ascendant. Pour le gnome, un créancier envers qui il se sent redevable. Pour l'elfe, une prêtresse de son ordre et mentor, qu'elle estime et respecte. Pour l'assassin, un officier de sa guilde dont il partage la vision et la stratégie. 8e partie. Le nom. Quel est le nom du personnage ? On trouve facilement sur Internet des listes de noms inspirés de cultures réelles ou fictives. On peut aussi pousser la réflexion en choisissant un nom empreint de symbolisme, évoquant certains aspects du personnage ou de son histoire. Dans tous les cas, évitez les noms trop référencés. Gandalf, Daenerys, Naruto, ainsi que les noms imprononçables ou trop difficiles à retenir. Pour le gnome, Athanor, qui fait référence au four utilisé par les alchimistes et qui évoque le feu et la magie. Pour l'elfe, Suniva, qui signifie don du soleil et qui évoque la bénédiction et la clarté. Pour l'assassin, Grim, qui signifie sinistre et qui évoque sa personnalité austère. Si ce n'est pas déjà fait, c'est aussi le moment de nommer les relations du PJ. 9e partie, les outils. Afin d'approfondir encore davantage la réflexion, on peut lister quelques ressources supplémentaires et complémentaires. Pour commencer, quelques questions optionnelles de plus en vrac. Le PJ fait-il partie d'une faction ? Quelle est sa plus grande fierté ? Sa plus grande honte ? Quel est son talent inattendu ? Quels sont ses préjugés ? Quel animal le symbolise le mieux ? Et pourquoi ? Quel lieu considère-t-il comme son chez-lui ? Et à quoi ressemble ce lieu ? A-t-il un porte-bonheur ? On peut aussi mentionner les tables aléatoires. Elles permettent d'apporter des idées nouvelles et des combinaisons originales et contre-intuitives. D'ailleurs, sans forcément avoir recours au hasard, on peut aussi simplement s'en servir pour piocher des inspirations. Enfin, les illustrations. Pour mieux visualiser son personnage, on peut lui en associer une. Et voilà. Normalement, à ce stade, vous devriez avoir un personnage suffisamment développé, cohérent et intéressant pour vous lancer dans l'aventure. Certes, chaque aspect de son être ou de son parcours ne sont pas décrits dans les moindres détails, mais l'essentiel est généralement amplement suffisant pour jouer. Il ne vous reste alors plus qu'à compléter la fiche personnage en distribuant points de compétences et autres bonus selon le système, en vous basant sur ce que vous avez défini précédemment, et ajuster aux besoins. Évidemment, il faudra peut-être aussi adapter la méthode et les questions à l'univers, au jeu et au format choisi. Dans les prochains ateliers, on s'intéressera à la création de scénarios côté MJ et notamment à comment exploiter les enjeux mis en avant lors de la création des PJ afin de leur proposer des intrigues sur mesure. D'ici là, pensez à vous abonner pour ne pas rater nos futurs contenus, likez, partagez, tipez, car oui, ça y est, nous sommes sur Tipeee, alors n'hésitez pas à nous soutenir, et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette méthode, des personnages créés à titre d'exemple, et quels sont vos propres conseils pour créer des personnages intéressants. Merci encore, et à très vite à la Cour des Miracles.